Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit bonus impromptu. On s'est dit un film de pitié, c'est pas tous les jours que ça sort, donc autant essayer d'en faire quelque chose. Et de manière très impromptue, parce qu'on n'a rien préparé. Hein. On y va non, en c'est mode rien préparé. YOLO. Sans montage, sans rien, juste on a vu tous les deux le film et... Ouais, voilà. Juste pour le pitié. Ma mère aussi l'a vu. On l'a pas invitée pour parler du podcast. La prochaine fois. Oui. Bah, let's go alors. Tu nous résumes ça, Alexandre. Tu l'as vu depuis plus longtemps que moi. Moi, je l'ai vu hier soir, donc c'est plus mûrement réfléchi. Donc, c'est donc une bataille après l'autre, le dernier film de Paul Thomas Anderson, faisant suite à Licorice Pizza. Donc c'est une adaptation d'un film de Pinchon d'un livre de Pinchon comme l'était déjà Inherent Vice. Et c'est une uchronie dystopie où un groupe de révolutionnaires qui libèrent des prisonniers politiques mexicains dans les années 90, par là. En tout cas, le film commence là-dessus, et puis après, on retrouve certains membres de ce groupe révolutionnaire, et notamment la fille du personnage joué par Leonardo DiCaprio, Bob Ferguson, et Perfidia Beverly Hills, qui était un peu la leader du groupe, en tout cas une des figures importantes de ce groupe-là. Donc 15 ans plus tard, dans une petite ville de Californie. Et ils sont retrouvés par un colonel nazi, joué par Sean Penn, Lockjaw. Steve Lockjaw. Qui pour pouvoir intégrer un groupe de nazis, a décidé de tuer la fille de Bob Ferguson parce qu'il pense qu'elle est sa fille à lui et pas à Bob. Et vu qu'elle est métisse, les nazis, ils aiment pas trop ça. Non, ils disent que ça salit sa bite. Exactement. Bah, peut-être on peut déjà commencer par le fait que c'est un peu le retour cinéma grand public de Pitié. Retour. Parce que, attends, il y a eu Licorice Pizza, et avant c'était... Phantom Thread. C'était Phantom Thread. C'est vrai que son dernier grand public, c'était plus Inherent Vice. Et encore, Inherent Vice paraissait grand public, mais ne l'était pas tant que ça, finalement. Ouais, puis même, tu vois, celui qu'on dirait le plus grand public, qui serait peut-être Magnolia, je trouve que c'est pas non plus ce qu'on voit le plus dans le cinéma mainstream. Enfin, des pluies de grenouilles, il y en a pas dans tous les films. Oui, mais c'est comme celui qui est le plus apprécié, celui qui est le... Oui. Après, bah voilà, ça dépend ce qu'on définit comme grand public. Mais disons que là, ça reprend quand même les codes du film d'action. Ouais, c'est ça. C'est un film d'action avec un gros casting, même s'il y a souvent un gros casting chez Pitié. Film d'action, effectivement, course-poursuite, fusillade. Meilleure course-poursuite, on en parlera, mais elle est super. Ouais, c'est vrai qu'elle est super. Donc oui, c'est vrai, et ça, c'était... Moi, je m'y attendais pas forcément à cet aspect aussi grand public, parce que Licorice Pizza, effectivement, était peut-être un de ses plus expérimentales après The Master, je dirais. C'est les deux les plus rêches ou les plus arides de sa filmographie. Ouais, il y avait un truc très étrange dans Licorice Pizza où tout scénario ou toute idée de scénario n'aboutissait jamais, et du coup tu te retrouvais avec un peu un film où il se passait rien, et en même temps il se passait plein de choses, parce que rien ça veut rien dire, mais où tu savais pas trop comment appréhender ça. Tu voyais des jeunes qui faisaient des trucs qui fonctionnaient pas, qui essayaient des choses, qui avaient une relation qui avançait pas, puis t'étais mais enfin quoi? Alors que là c'est pas du tout ça finalement. Ouais, c'est vrai que l'ordre narratif dans Licorice Pizza était très perturbé, il y avait pas de début, de fin, de milieu, c'était effectivement des trucs qui étaient lancés, alors que là on a un truc très linéaire. On a d'abord toute une partie donc dans les années 90 avec le groupe révolutionnaire. Après ça s'arrête. On a un petit état des lieux de 15 ans plus tard. Et après on a vraiment un truc chronologique, course-poursuite, invasion, jusqu'à la fin. Presque en plus la fin, peut-être qu'on en reparlera, mais moi j'ai été assez surpris de la fin, qui est un truc qu'on ne voit pas l'habitude chez Pitié, mais presque une fin de réconciliation à la Spielberg. Ouais, la fin, on en parlera. Moi, la lettre, elle m'a saoulée. Moi, Moi, c'est pas la lettre qui m'a saoulé, moi, c'est le téléphone.
Ah ouais, je comprends. Ça m'a saoulé, mais après j'ai compris pourquoi. Mais j'en parlerai plus tard. Pourquoi ça t'a saoulé ou pourquoi le téléphone? Pourquoi le téléphone? Ok, bon, on va commencer par le début, parce que déjà rien que le début, ça mérite un peu qu'on s'y attarde, qui est donc cette espèce de, je sais pas, cette espèce d'intro qui continue même après le titre, qui dure, je sais pas, une vingtaine de minutes, qui est un espèce de montage où on te balance quand même une espèce de sauce d'émotion, parce que tu vois des braquages, tu vois beaucoup de scènes de sexe, tu vois beaucoup de violence, et t'as vraiment, c'est un espèce de condensé de tout ce que tu trouves dans les films d'action, mais en 20 minutes, quoi. Et à la fin, tu ressors de ce truc, t'es essoufflé, les personnages sont méga chargés parce qu'on a posé des relations hyper intenses, on va un petit peu les développer j'imagine. Mais voilà, t'as un peu cette espèce de 20 minutes de film d'action au carré qui arrive et qu'on te balance. Ouais, puis t'as l'espèce d'ébullition de l'énergie révolutionnaire où je lisais dans un article de Criticat où il disait que vraiment pour Paul Thomas Anderson, la révolution c'est genre c'est la jouissance quoi. Et c'est genre du sexe, des explosions, de la drogue, de l'alcool et genre c'est vraiment des flux qui font comme une sinusoïdale, ça va au bas mais hyper vite comme ça. Et c'est vrai que c'est assez c'est vrai que l'aspect film au carré d'action je l'avais pas vu mais c'est ouais, effectivement c'est bien vu. Même s'il y a une scène au milieu de tout ça qui est très étrange, qui est la première rencontre entre Perfidia et Sean Penn. Mais ouais, je te laisse la décrire peut-être. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, vas-y. Oh, bah, c'est pas au milieu, hein. C'est quand même assez au début de tout ce montage. C'est la première action qu'ils font où ils vont justement dans un camp où je crois que c'est des migrants. Enfin, je sais pas si tu considères les migrants comme des prisonniers politiques. Je pense que oui. Mais des fois, prisonniers politiques, on pense plus à genre Georges Ibrahim Abdallah. Là, ça a l'air d'être plus des migrants qui essayaient d'entrer aux États-Unis. Oui, parce qu'ils sont proches du mur. Il y a un plan sur le mur que Trump a construit entre les États-Unis et le Mexique. Trump qui finalement est dans le film, on en reparlera. Il n'est pas là, mais il est partout. Bah, il y a quand même un personnage qui lui ressemble vachement en termes de DA, quoi. Il y a un plan où j'étais lequel? Ah putain. Le petit vieux là. Le vieux suprémaciste. Avec ma mère, on était d'accord, on était bon, c'est Trump. Mais bref, ce que je voulais dire, donc c'est la première action que ce groupe qui s'appelle les French 55, je pense. C'est un peu marrant d'ailleurs, les Français 55. Allez, la Révolution 75. Française. Ah, 75, ouais, pardon. Mais j'ai trouvé pourquoi c'est un cocktail en fait qui fait référence à une pièce d'artillerie. Ok, j'avais pas cette info. Je suis pas assez calée en armes. Tu vois, on retombe aussi sur le truc. Ah ouais, tout est dans le tout. Et donc c'est cette première action qu'ils sont en train de faire où ils essaient du coup de faire échapper les migrants. Et en même temps d'enfermer tous les gens de l'armée ou de la police qui gardent ce camp dans là où il y avait les migrants, quoi. Et donc on a Perfidia qui entre dans la tente du colonel qui dirige tout ça, qui est donc joué par Sean Penn, qui est en train de dormir, et elle lui dit « Get up !» Et après je crois qu'on cut, on passe à une autre scène et on revient sur elle qui dit « Not on your feet !» Et après, on a un plan sur Sean Penn et en fait, on voit que c'est sa bite qui est levée. Et quand elle lui a fait lever sa bite. Et après, elle le fait se lever et elle dit « Garde ta bite en l'air ». Et donc déjà, dès le début, on a un peu une histoire de bite finalement. Hein. Ouais, mais tu vois, j'étais un peu surpris par cette scène-là, je la comprenais pas totalement. Mais j'ai regardé un documentaire sur Fanon hier soir. Et il parle justement. Que tu vas faire. Mais il parle justement de la notion entre racisme, entre désir sexuel. Parce que Fanon parlait un peu de ça, genre des noirs qui étaient en couple avec des blanches ou inversement. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a alors je sais pas si Pitié est particulièrement fanonien, mais est-ce qu'il y a un truc de plaisir de la part de Perfidia de faire bander un mec blanc, cette espèce de recherche de dégoût, et en fait peut-être qu'elle tombe du coup sur la mauvaise personne parce que Sean Penn va alimenter une obsession pour elle à partir de ce moment-là, une obsession sexuelle à partir de ce moment-là. Oui, moi j'ai aussi noté que sur ça, mais je l'expliquerai peut-être un peu à la fin. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette scène dans l'intro qui est d'ailleurs un peu le seul moment un peu plus posé. Après ça, c'est vraiment quand même un montage très très cut de plein de scènes. Et c'est vrai que t'as raison, hein, j'avais pas capté cette espèce de jouissance même. Il y a cette scène cette séquence un peu lunaire où ils sont en train de préparer une explosion. Le personnage de Leonardo DiCaprio et Perfidia, dont on devrait peut-être dire le nom de l'actrice, mais j'ai oublié son nom. C'est une chanteuse, Teyana quelque chose, je crois. Oui.
En tout cas, ils sont en train de faire une explosion et il court à la voiture et elle lui dit vas-y, on baise avant que ça explose. Et lui, il est en mode non, mais il faut qu'on parte là, ça va exploser. Puis elle est non, on va baiser. Et là, du coup, c'est complètement lié quoi. Et tu vois que elle jouit autant de l'explosion que du corps de son partenaire. Enfin, c'est vraiment. Mais moi, ma take un peu sur cette intro, c'était aussi, en plus de la jouissance, c'était que Pitié, il nous balançait un petit peu tout ce qu'il fallait mettre dans un film d'action, tout ce qu'on attendait avoir dans un film d'action. Il disait ok, voilà, on te donne tout ça, voilà, ça c'est la nourriture du film d'action. Maintenant qu'on l'a posé, on va passer à un peu autre chose, qui est pas totalement autre chose, mais enfin, on va passer dans mon univers et plus dans celui des films d'action hollywoodiens. C'est un peu comme pour faire ok, voilà, c'est posé et maintenant on s'en débarrasse. Et puis d'un coup, on ralentit. Ouais, exact. On finit cette séquence-là, parce qu'après, ce qui se passe, c'est que Sean Penn, Lockjaw plutôt, fait du chantage sexuel à Perfidia, qui s'appelle donc Teyana Taylor, l'actrice. Et donc il lui fait du chantage, et après elle tombe enceinte. Il y a un petit doute sur le fait de qui est le père, mais bon, dès le début, Pitié nous donne un peu avec un cut, il nous dit un peu qui c'est, parce qu'on cut de Lockjaw vers son ventre. Ah ouais, j'avais pas capté ça. Il me semble que c'est ça, c'est que le cut il se fait, elle sort de la chambre d'hôtel et il me semble le cut c'est elle qui est enceinte. Et après donc attends, il faut préciser quand même parce que ça c'est aussi marrant quand tu te souviens du plan où on découvre qu'elle est enceinte? Oui, elle a une arme à feu, elle a un fusil d'assaut, elle tire. Ouais, elle est en train de défoncer une mitraillette devant elle dans un champ et on a un gros plan sur son ventre. C'est là aussi de nouveau tout est un peu mêlé dans le plan quoi. La vie, l'explosion, la mort. Ouais, la jouissance de tirer parce que en plus elle tire au jugé, genre c'est vraiment genre juste bourrin. Et après il y a on a tout un petit discours sur le fait qu'elle se rend pas compte qu'elle est enceinte et qu'elle a peur d'accoucher parce qu'elle a peur de plus être le centre de l'attention de Bob, son mari, son conjoint. Et donc après elle accouche et c'est exactement ce qui se passe. Lui s'occupe de son enfant, elle le prend très mal et elle décide de les quitter pour continuer sa vie de révolutionnaire, et elle va braquer une banque avec une première scène de course-poursuite que j'ai trouvé assez cool, parce qu'il y a un truc qui est là où Pitié, c'est quand même un grand réalisateur, c'est que un truc qui m'a marqué, c'est le bruit des suspensions des bagnoles. Mm-hmm. Et là tu te dis, en fait c'est là où tu vois que il comprend qu'une scène d'action c'est de la matière qui est en friction, qui est en mouvement, et il dit en fait on va prendre des vieilles bagnoles pourries et on va leur mettre des bruits de suspension de cinglés et on va les faire rebondir quoi. Et il y a vraiment un truc de jouissance de juste entendre ces bruits de ressort. Je me suis dit ouais, là il a tout compris à ce que c'est une scène de course-poursuite quoi. Oui, puis il se met pas mal, je pense qu'on est soit dans la bagnole, soit en tout cas au niveau de la bagnole, et du coup la caméra bouge au moment où tu te prends un peu des obstacles ou des trucs sur la route, donc t'es vraiment t'es au niveau littéralement de la matière. La caméra est sur une voiture et il le cache pas. Ouais. C'est pas il essaie de cacher non, on sent que la caméra, à un moment donné, la caméra sur la voiture et la voiture ralentit, elle s'arrête. Et on sent vraiment la caméra qui s'arrête. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc effectivement de jouissance aussi de la bagnole quoi. Et puis il y a pas mal de plans qui s'inspirent de Mad Max, au ras du sol là, qu'on retrouvait beaucoup dans Fury Road, pareil. Et donc du coup voilà, donc on arrive après ça, c'est à peu près pas encore tout à fait la fin de l'intro. Donc finalement Teyana ou Perfidia se fait arrêter par la police, mais elle fait un deal avec le personnage de Sean Penn. Elle dénonce tous ses compagnons dont plusieurs se font tuer. Elle se fait mettre en protection sous témoin. Sean Penn ou Steve Lockjaw décide qu'il va du coup pouvoir vivre sa relation avec elle, mais finalement parce que lui il est tombé amoureux d'elle entre temps. Ouais. Oui, c'est ça, lui, l'amour d'elle. Et donc, il espère pouvoir vivre avec elle, mais elle finit par se casser. Et le personnage de Leonardo DiCaprio et son bébé s'enfuient et vont vivre sous un autre nom dans une autre ville. Et là, c'est la fin de l'intro et du moment hystérique. Donc, on a énormément de choses qui sont posées en 20 minutes. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où Sean Penn, c'est très clair ce qu'il ressent pour Perfidia. En tout cas, qu'il reçoit au moins de l'attirance sexuelle. Émotionnelle, ça a l'air un peu plus compliqué, mais au moins... Et elle, on sait que c'est pas forcément le vrai, mais il y a un petit doute quand même
je trouve. C'est pas non plus du dégoût qu'elle ressent pour lui. Il y a un doute, je trouve, qu'il insinue. Oui, c'est un peu trouble. Ouais, c'est un peu trouble. Parce qu'elle a une relation sexuelle avec lui, une seule, en tout cas une seule qui est montrée. Et on ne sait pas, est-ce qu'elle le fait pour s'en débarrasser ou est-ce qu'elle a un petit peu envie derrière quand même. Il y a un truc aussi peut-être justement de coucher avec l'ennemi, de perversion, de masochisme. Il peut y avoir plein de choses au travail là-dedans que Pity laisse en suspens. Oui, et peut-être pour terminer un peu sur cette intro, on peut aussi parler du personnage de Leonardo DiCaprio qui est montré dès la première scène comme un perso qui fait partie du groupe révolutionnaire, qui est donc lui spécialisé dans les explosifs, mec, un peu, on sait pas trop pourquoi il est là et lui non plus. La première scène, il arrive, il court avec son chariot d'explosifs et il arrive vers Perfidia et lui dit « Ouais, j'ai pas trop compris l'action, c'est quoi qu'on fait en fait ?» Et elle lui dit « T'occupes, tu fais exploser les trucs. » Et donc dès le départ, on pose. Et dans tout le film, il fait rien péter. Il fait rien péter. Il fait juste péter des feux d'artifice au début. Mais... y a quand même le moment où elle veut baiser avec lui, où je crois qu'on voit une tour péter. Ouais, c'est tout. Mais c'est la seule explosion qu'on verra du film pour un artificier. C'est quand même... Ouais. Là, on retrouve un peu Pity de je vais pas vous donner ce pourquoi vous êtes venu, quoi. Mais d'ailleurs, on voit pas souvent des scènes de sexe. On voit toujours les prémices et il coupe toujours avant qu'on voit. Il y a peu de scènes de sexe. Mais donc voilà, pour dire aussi que dès le début, on a des relations troubles et on a déjà, dès le début aussi, des trucs qui se posent. Tu penses que ça va se passer, mais à chaque fois que le film entame une direction, finalement, il annule, comme il le fait un peu dans tout. Mais là, de nouveau, c'est au carré, tu vois. Rien qu'avec le fait que tu penses qu'elle est sous protection témoin, qu'elle va trahir, mais finalement, elle se barre. Tu penses qu'elle va vivre sa vie avec lui, mais elle s'en va. Enfin voilà, il y a plein de... Le film prend 1000 directions en 5 secondes et à chaque fois, il les évite. Ouais, puis ce personnage de Perfidia, il est trouble, en fait. On a vraiment beaucoup de mal à le saisir. Et j'en discutais avec quelqu'un à la sortie du film, et c'est vrai qu'il disait qu'elle était un peu cliché sur l'aspect révolutionnaire jusqu'au bout des doigts, et puis j'abandonne ma famille, et puis je m'en fous parce que la cause, et puis un peu aussi accro à l'adrénaline de faire des casses et des trucs comme ça. Mais en même temps, elle est vraiment hyper multiple, quoi. Genre, c'est marrant parce que je me demande vraie question. Hein. Je sais pas avec qui t'as parlé à la fin du film, mais à quel point est-ce qu'on dit ça parce que c'est une meuf? Parce que j'ai l'impression qu'un mec qui aurait cette accro à l'adrénaline, on dirait pas que c'est cliché. On ferait ah ouais, putain la masculinité. Non, mais quoi. Le mec qui abandonne sa famille aussi, tu vois. Il y a aussi un renversement, tu vois. C'est Perfidia qui abandonne sa famille, et c'est DiCaprio, c'est Bob qui reste avec sa fille. Donc il y a aussi une inversion du cliché de la part de Oui, peut-être qu'on la met dans un cliché masculin de révolutionnaire finalement, tout en lui gardant un peu ce qui est un cliché féminin d'utiliser le sexe comme une arme en tout cas, ou comme un moyen dans la révolution. Oui, elle est presque une femme fatale. D'ailleurs, elle est carrément montrée comme ça. Enfin, tu vois, on a un plan où Sean Penn, il la regarde pendant qu'elle fait une action et en fait, la caméra est son point de vue à travers les jumelles et il regarde ses fesses, quoi. Oui, puis après, il est jaloux parce que c'est DiCaprio, il est toujours Oui, c'est mes fesses, c'est les miennes. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Bon, ce qu'on peut mentionner, et après on parle du reste, c'est quand même que même s'il ne la travaille pas du tout de la même manière que ce qu'il le fait d'habitude, Pity, il est très connu aussi pour travailler le duo, la figure du double, ou en tout cas deux personnes et les rapports de pouvoir qui ne font que s'échanger et se remodeler, comme c'est le cas dans Phantom Thread avec ce couple, dont c'est toujours l'un ou l'autre qui prend le dessus. Oui, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Ouais. Et là, Pizza, c'est vraiment partout. Quoi. Oui, absolument. Et là, c'est pas exactement ça, dans le sens où on aura peu de scènes où on aura ce que je définirais comme le duo principal qui se fera face, mais à la fin de cette intro, on a quand même un duo qui est créé, c'est-à-dire qu'on a quand même deux pères potentiel pour cette fille. Ce qui va d'ailleurs être l'enjeu du film pour le personnage de Steve Lockjaw, ça va être de définir s'il est vraiment le père de Willa ou Charlene, comme elle est son vrai prénom avant qu'elle soit sous cover. Donc on finit quand même avec un double qui est ces deux papas qui sont quand même radicalement différents et en même temps un peu nuls les deux. Mais et c'est peut-être là où moi j'étais un peu pas... je sais pas encore si je suis déçu ou si je suis surpris. On va dire ça comme ça, parce qu'effectivement il y a cette figure du double que tu dis, mais souvent chaque personnage est double aussi à l'intérieur.
c'est que c'est souvent Mhm. des personnages qui sont habités par une contradiction très profonde. Et il y a chez Pittier toujours cette idée que dans quelque chose gît son contraire. Et j'ai l'impression que là, les contraires qu'il a choisis, ou en tout cas qu'il exprime, sont moins forts que d'habitude. Parce qu'on a ce truc de DiCaprio qui est révolutionnaire, drogué, apathique. Donc il y a le révolutionnaire explosif et apathique dans la même personne, ce qui est pas très intéressant selon moi, mais je trouve que c'est un personnage qui est peut-être un peu plus déjà vu que l'habitude chez Pittier. On a par exemple l'exemple le plus pur, je trouve, c'est Inherent Vice avec ce personnage qui s'appelle Doc, qui est pas médecin, mais qui est quand même dans un truc de médecin, et qui est à la fois brillant et en même temps complètement nul à chier. Et je trouve que pour un personnage qui est aussi apathique et drogué, je trouve que celui d'Inherent Vice c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus à la fois flamboyant et en même temps complètement nul. Et je trouve qu'il le gère beaucoup mieux, alors que là, le personnage de Leonardo DiCaprio est peut-être plus unidimensionnel dans cet aspect apathique. Et après on a Lockjaw qui lui, où là c'est là où moi je trouve que c'est le meilleur personnage du film, parce qu'il y a effectivement cette contradiction entre c'est un mec qui est profondément raciste et suprémaciste blanc, mais en même temps il a pas l'air d'être particulièrement gêné par Perfidia et sa fille, parce que il dit en fait sa fille à la fin, si c'est pas sa fille il s'en fout, en fait il te dit je te laisserai partir. Euh, donc il y a vraiment ce truc en même temps de c'est un mec qui veut intégrer les plus hauts sommets des nazis du pays, mais en même temps il s'en fout un peu il n'a pas une haine viscérale pour les personnes racisées, j'ai l'impression. Il le fait parce que c'est son métier d'être militaire. Ah ouais, moi j'ai une autre take. Je pense que oui, Ok. il a une haine viscérale, mais qu'en fait, je peux rebondir sur Lockjaw et après je Ouais. rebondis sur le personnage de Leonardo DiCaprio, parce que moi je l'ai quand même trouvé bien ce personnage. En tout cas, dans Non, ce il est qui. bien, mais j'ai dit que par rapport à d'autres personnages de Pitié, il est peut-être moins complexe. Oui, je suis d'accord qu'il n'est pas forcément aussi complexe, et encore ça se discute, mais je rebondis après, t'inquiète. Mais pour revenir sur Lockjaw, moi, ma take, c'est pas qu'il en a rien à foutre. Je pense que c'est un personnage qui est profondément raciste, qui d'ailleurs Oui, oui. quand même fait tout pour rejoindre les nazis et faire éliminer, et qui déploie quand même une armée entière pour retrouver celle qui serait potentiellement son enfant. Donc c'est pas non plus qu'il en a rien à foutre. Mais je pense que comme c'est un personnage qui est quand même profondément américain et matrixé par l'idéologie américaine, et ben en fait dans l'idéologie américaine, les valeurs familiales et surtout la figure du père, elle est quand même placée très très haute aussi, et que du coup quand il découvre, bon je spoil, mais qu'en fait il est le réel père de Willa, et ben ça ces deux valeurs extrêmement fortes qui sont le racisme et la figure paternelle, qui viennent totalement entrer en contradiction l'une avec l'autre, et en fait ce qui fait qu'il est un peu désemparé face à cette jeune fille, parce que genre d'ailleurs on le voit dès qu'il sait que il est son père, et même un peu avant quand il s'en doute, il arrête pas de lui faire un peu ah ouais, tu devrais pas te maquiller, enfin plus te maquiller quand tu vas à un bal, ah ouais, tu devrais être mieux éduqué, et il lui donne un peu des petits trucs genre hyper clichés de ce qu'un père devrait être. Et pour moi c'est là où je trouve que la complexité est hyper intéressante, c'est que tu vois la valeur familiale rencontrer la valeur raciste dans ce personnage, et en fait le dézinguer quoi. Non, je vais préciser un peu ce que j'ai dit. Je pense pas que ce soit un personnage qui est pas raciste. Évidemment, le mec qui est raciste au bout des ongles. Mais tu sais, il y a comme une différence avec les nazis qu'on voit, qui disent que coucher avec une noire, c'est salir sa bite, effectivement, que ça te pourrit. En fait, tu peux pas. Tu couches une fois avec une personne non blanche, c'est fini. Pour eux, tu mérites la mort. Donc il y a vraiment ce truc viscéral de, tu sais, genre de la contamination des gènes, de la contamination du corps, qu'on retrouve pas du tout chez Lockjaw. Et en plus, on pourrait avoir une espèce de mec qui veut soumettre sexuellement les personnes racisées pour les dominer, etc. Et je pense qu'il y a une espèce de fascination raciste, effectivement, pour le corps noir chez lui. Mais tu vois, il y a la scène où il ramène des fleurs chez Perfidia, où il y a quand même ce truc de... On sent qu'à sa façon, il exprime une émotion qui a l'air d'être de l'amour pour elle. Même si elle est sûrement pervertie par le racisme, etc. Mais je pense que c'est pas un espèce d'Adolf Hitler en puissance qui veut absolument pas se faire salir par une personne racisée, tu vois. Donc on pourrait dire, attention, hein, qu'il est white supremaciste, raciste, mais pas nazi. Peut-être, ouais, il est pas eux, ouais, peut-être pas. Voilà, il va juste pas jusqu'au nazisme. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, c'est une espèce de contradiction qui
tu vois, c'est ça que moi j'adore chez Pitié, c'est que t'as du mal à mettre le doigt dessus. En fait, c'est quoi ce truc? Est-ce que ce mec est profondément raciste? Est-ce qu'il est peut-être profondément, mais un peu moins? En tout cas, il vient chercher, il vient creuser une contradiction. Alors que chez le personnage de Bob, c'est plus... c'est un mec désabusé par la Révolution, un peu paumé, quoi. Oui, c'est vrai, mais de nouveau, je vais rebondir sur Bob, mais pour finir sur Lockjaw, et d'ailleurs, moi je trouve que la scène où il va découvrir s'il est donc le vrai père, enfin le père biologique, disons plutôt pour dire des termes mieux, de Willa, elle est super, parce que donc c'est une scène où il l'a retrouvé, il l'a enfermé dans une église, une espèce d'église d'ailleurs, et il lui a fait faire un test ADN de force. C'est ça, un couvent. Et il attend les résultats d'un test... C'était très drôle, ça. Genre un pack d'urgence ou manuel de test de paternité. Ouais, ça fait un peu, le truc à la fin des films d'action, genre, oh mon Dieu, on va désamorcer la bombe nucléaire, avec le gadget de Iron Man. Alors, j'ai pris ces clés USB magiques qui fait que... Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, cette scène, elle est super parce que tu te dis, si c'est vraiment sa fille, ce mec ne va pas savoir comment réagir parce qu'il est censé la tuer, mais tu vois un peu qu'il peut pas la tuer parce qu'il a cette valeur familiale et tu vois qu'il arrive plus à lire le papier et elle se fout de sa gueule. En tout cas, moi, j'ai trouvé que cette scène était super. Et puis, par contre, là, on voit qu'il est profondément misogyne dans cette scène-là. Par contre, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ah oui. Ça, c'est sûr. Mais du coup, pour revenir au personnage de Leonardo DiCaprio, que moi, je vais un peu tenter de sauver. Moi, je l'ai bien aimé, ce personnage. Je l'ai pas détesté. Mais C'est vrai, c'est vrai. Déjà, j'ai trouvé que le personnage était super dans la première scène qu'on le voit avoir avec sa fille. Je sais pas si tu t'en rappelles. Quand elle est bébé ? Non, là, alors quand sa fille est ado, pas quand elle est bébé. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que même quand elle est bébé, c'est toujours un personnage qui prend un peu le rôle qui n'est pas celui qu'il devrait avoir en tant que, on va dire, homme dans une société patriarcale, où au début, du coup, c'est lui qui s'occupe d'elle comme d'une mère, même si on milite pour égalité des tâches, mais enfin voilà. Et la scène où on la voit la première fois avec elle ado, c'est elle qui revient dans la maison, lui il vient de se réveiller et en fait elle l'engueule parce qu'il est rentré à 3h du matin et elle lui demande comment il est rentré et elle est fâchée parce qu'il a fait pas attention et qu'il a bu et qu'il aurait pu se prendre un arbre et qu'elle veut pas le voir rentrer et en fait, et il le dit lui-même dans la scène, c'est totalement une conversation où elle prend le rôle d'un parent et lui il réagit comme un ado et déjà là c'est quand même un peu intéressant comme scène. Parce qu'on a un père qui réagit pas comme un père et une fille qui réagit pas comme une fille, mais avec factuellement le même dialogue qu'on aurait entre un père et une fille, juste c'est inversé quoi. Ouais, et puis c'est ça que j'aime bien ce moment-là où il est un peu révolutionnaire et il dit t'as raison de te révolter contre moi. Oui. Je suis fier de toi de voir que tu veux les règles de la parenté. La parentalité, tu les respectes pas. Ouais. Et elle, en même temps, qui est dans ce truc très méta où elle est genre, en fait, je devrais pas à avoir ce discours avec toi. Je suis pas ton père, en fait. Et bon, déjà, moi, j'aime bien cette scène-là parce que c'est un peu on va dire, du bon pitié qui vient un peu inverser, brouiller les rapports de pouvoir. Généralement, c'est plutôt l'enfant qui est censé être dominé par son parent. Et là, clairement, c'est l'inverse. Mais à des petits moments, il reprend quand même un peu son rôle de père dans la conversation, justement, dans ce qu'il dit là, qui peut être aussi une forme de paternalisme, mais en même temps un peu révolutionnaire. Enfin, voilà, moi, j'aime bien un peu comment tout ça vient se jouer dans ce dialogue. Et après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec la figure de Leonardo DiCaprio, c'est que pour moi, il servait beaucoup, en fait, à venir dézinguer le film d'action, à venir faire foirer toutes les scènes que tu pense qu'ils vont être des grandes scènes d'action parce qu'en fait il est nul et genre par exemple donc Steve Lockjaw retrouve Leonardo DiCaprio et sa fille qui elle est à un bal de son high school, donc elle se fait sauver par une autre militante et on sait qu'ils vont venir essayer d'aller tuer Leonardo DiCaprio parce que ça a été dit que lui son but c'est qu'on voulait l'éliminer. Et donc on l'appelle, des révolutionnaires l'appellent pour lui dire qu'il faut qu'il se barre et lui demandent des mots de passe. Et en fait, lui, il est trop défoncé, du coup, il n'a pas les mots de passe. Il s'en rappelle plus. Et en fait, cette scène, elle est hyper stressante et en même temps, elle est hyper marrante parce que il vient dézinguer ce truc de, normalement, les héros de films d'action qui sont toujours parfaits, même si je suis d'accord que c'est une figure d'anti-héros qu'on peut avoir déjà vu. Enfin bref, d'habitude, quand même, les héros finissent par jouer le jeu. Mais lui, il s'en souvient pas. Et il s'en souvient pas longtemps. D'ailleurs, il s'en rappellera jamais de ce mot de passe.
et ça vient dézinguer ça. Ou alors il y a un autre moment où il doit fuir par les toits et donc il est avec des mecs qui ont l'air des skateurs qui ont l'air un peu basés en mode parcours, qui donc commencent à sauter entre des toits et lui il arrive pas du tout. Et à chaque fois que eux courent loin derrière lui, lui est en train de galérer à monter une échelle et même à un moment donné il doit sauter entre deux toits et en fait il se pète la gueule dans un arbre et il tombe par terre. Et donc là où tu vas t'attendre à une méga course poursuite sur les toits, en fait t'as juste Leonardo DiCaprio qui se pète la gueule, qui se fait taser et qui se fait arrêter du coup. Ouais, et en plus, je viens de penser à ça, mais quand il se fait taser, tu te dis, ah, mais les flics, ils le poursuivaient lui, ils l'ont eu enfin. Et en fait, t'apprends que les flics, ils s'en battaient les couilles. En fait, juste, ils l'ont chopé parce que le mec était là et c'était pas lui précisément qui visait. Donc même la police en a rien à foutre de lui. Oui, puis d'ailleurs, si on regarde sur tout le film, il ne fait rien, il n'arrive à rien. Genre, c'est pas lui qui sauve sa fille, elle se sauve toute seule. Il tue jamais personne, il se sauve jamais, c'est toujours des gens qui viennent le sauver. Souvent Benicio del Toro qui est un super personnage. Même quand il arrive à retrouver sa fille dans le couvent et qu'il essaye de la sauver, il tire de très très loin un fusil, il touche personne, ça fait strictement rien. Enfin, vraiment, c'est un personnage qui ne sert à rien dans ce film. Il est vraiment inutile, du début à la fin. Ouais, ça je suis d'accord, ouais, ça c'est quand même assez intéressant, effectivement. Alors c'est tout l'inverse d'un Tom Cruise, tu vois. Justement, à un moment, il siche Tom Cruise d'ailleurs. Ouais, justement. Alors que lui, Tom Cruise, c'est le personnage tout puissant dans un Mission Impossible. S'il n'y a pas Tom Cruise, il n'y a pas de film. Absolument. Il fait tout, quoi. Alors que là, vraiment, il fait rien. Et d'ailleurs, même pour aller plus loin, dans ce moment où d'ailleurs on cite Tom Cruise, il est dans la voiture avec Benicio del Toro qui l'a sauvé de la police. Et Benicio del Toro lui demande de sauter de la voiture. Et il saute même pas, Leonardo DiCaprio. C'est Benicio del Toro qui doit le pousser et faire un virage pour qu'il tombe de la voiture. Donc c'est vraiment un personnage passif qui subit les choses j'adore, qui après, arrivent. il trouve une bagnole et sa bagnole, elle fait un bruit de con. Mais c'est exceptionnel. Genre, il fait du course-piste avec deux grosses bagnoles qui font... Et lui, il a vraiment ce truc, elle fait un bruit de tondeuse à gazon. C'est exceptionnel. Donc même la bagnole qu'il a, elle est nulle. Et puis finalement, moi je trouve que ce geste un peu, on peut dire radical, parce que tu vois, dans les histoires d'anti-héros, mais peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, le anti-héros, il va quand même devenir un peu héros, tu vois. Il va quand même, soit sa nullité va devenir stylée ou opportune dans un contexte, soit il va finir par acquérir des skills qui vont le rendre cool. Là, il en acquérit aucun. Il est nul du début à la fin. Et d'ailleurs, même à la toute fin, sa fille, finalement, repart en manifestation. Et lui, il part pas. Il fait un selfie sur le canapé. Il n'arrive pas à faire un selfie. Oui, il n'arrive pas à faire un selfie sur le canapé. Oui, et quand tu prends l'exemple, genre le pendant, ça serait Deadpool, par exemple, chez Marvel. Et Deadpool, genre, il est immortel, il est super doué au combat. Et c'est pas un anti-héros, c'est un mec qui fait des blagues, quoi, parce qu'il est doué dans ce qu'il fait, au final. Et même dans les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu des boulets, mais ils sont aussi doués dans ce qu'ils font, quoi. Oui, ils en deviennent un peu cool. Alors que là, en plus, on le fout en peignoir. Il est quand même du début à la fin, ou une robe de chambre. Il est avec une espèce de robe de chambre et tout le film, il est comme ça. Enfin, c'est trop drôle. C'est vraiment, il est nul, quoi. ouais, ça, je suis d'accord là-dessus. Il est vraiment super. Mais tu vois, mais pour revenir, par exemple, avec Inherent Vice, qui est adapté du même auteur, donc il y a quand même pas mal de points communs. Je trouve que dans Inherent Vice, il y a plein de trucs que fait le personnage qu'on ne comprend pas. Où on est laissé avec lui, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, il se met dans des situations de cinglé, alors que là, on est quand même toujours... Genre, le personnage de DiCaprio, il est très linéaire, quoi. On comprend toujours qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et c'est un personnage qui est finalement assez unidimensionnel, même si, effectivement, sa nullité... En fait, et c'est là où peut-être... une bataille après l'autre a changé un truc ou en tout cas a remplacé quelque chose dans la filmo de Pitié. Peut-être que c'est plus proche de Magnolia à ce titre-là plutôt que ses derniers films. J'ai l'impression qu'il a remplacé la tension par le flux, par justement l'énergie, et effectivement il se sert de DiCaprio comme un espèce de mec qui va balancer partout, qui va se prendre des murs. Genre, je repense à la moment, il court et il fait tomber des cagettes. Tu vois, et j'ai l'impression juste Pitié le fait, vas-y, fais des trucs, et je te le balance, une espèce de boule d'énergie un peu molle. Et il va juste créer un truc et il va être un annihilateur de tension. Là où des personnages comme les personnages principaux de There Will Be Blood, des trucs comme ça, vont être vraiment des gens qui vont créer, dès qu'ils arrivent quelque part, ils vont tendre la scène, alors que lui, c'est comme tu dis, c'est un désamorceur sur pattes, quoi.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est un désamorceur de scènes d'action. Bah, peut-être que je suis d'accord avec toi que c'est assez lisible son comportement. D'ailleurs, on nous l'explique très clairement de pourquoi c'est un mec un peu perdu qui fait que de fumer parce qu'il a perdu sa femme. Enfin voilà. Même si depuis le début, il est quand même montré comme un mec un peu nul et un peu paumé. Mais là où on pourrait rapprocher un peu de Inherent Vice, c'est quand même la façon dont les autres le perçoivent. Ou tu sais, dans Inherent Vice, t'as quand même beaucoup de gens qui traitent le personnage de Joaquin Phoenix avec beaucoup de respect. C'est Doc, Ouais. il est stylé. Et là, il y a quand même ce truc où, même s'il est nul, eh ben, les gens ont du respect pour lui parce qu'il faisait partie de ce mouvement révolutionnaire, notamment Benicio Ouais. del Toro, qui est quand même vachement plus stylé que lui en termes de personnage et de ce qu'il fait comme action. Mais il le traite avec respect. D'ailleurs, quand il le sauve pour la deuxième fois, parce qu'il le sauve 2 fois, il est tout content, il fait c'est pas tous les jours qu'on sauve 2 fois un French 75, ou alors quand justement il est au téléphone, Leonardo DiCaprio, et qu'il a pas ce mot de passe et qu'il finit par avoir un supérieur à la personne qui devait lui donner le mot de passe, et en fait ce supérieur c'était un pote à lui, donc il finit par obtenir l'information qu'il voulait, et ben l'autre, donc son pote à lui, Oui. engueule le mec en disant tu le respectes là, c'est un héros, t'es sympa avec lui, et C'est un t'as ce héros truc de où il guerre, a il cette dit. espèce. Oui, c'est ça, c'est un héros de guerre. Ou donc, pour les autres, il a cette aura de héros de guerre. Et pour nous qui le voyons en tant que spectateurs, il est nul. Ouais. Et j'aime bien un peu, c'est peut-être une dichotomie facile, mais qui crée une dissonance assez marrante. Ouais, et puis c'est le pendant Lockjaw qui est aussi un héros de guerre. Mais alors que lui, il fait pas la guerre, il fait la guerre contre les migrants. Mais il est aussi présenté comme vous faites du très bon boulot, vous êtes voilà, un fasciste tout à fait efficace. Bravo à vous. Mais ça me fait penser cette scène-là parce que il y a tout un enjeu, comme un des enjeux principaux du film, c'est quand même un enjeu de communication. C'est des gens qui n'arrivent pas à communiquer les uns avec les autres. Parce qu'il y a ce truc de mot de passe où en fait, ça dure 20 minutes, où il doit juste avoir une information qu'on ne veut pas lui donner. Et il y a aussi cet enjeu où il veut appeler sa fille, mais il ne peut pas parce qu'elle est censée ne pas avoir de téléphone. Et donc il y a quand même aussi au centre du film des impossibilités de se parler qui créent beaucoup de choses, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'avais pas trop réfléchi à cet aspect-là. Et c'est vrai que la figure du téléphone revient quand même souvent. J'ai pas d'autres trucs à dire. Tu veux gloser sur la communication? Non, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de faire une scène de 20 minutes sur un mec qui veut passer un coup de téléphone, quoi. Ouais, et moi après, ça m'a la fait scène, trop rire. il arrive à appeler, c'est hyper long aussi. Alors que c'est rien, c'est juste 2 mecs qui s'engueulent, mais c'est super long. Et je me suis dit, pourquoi Oui, il puis appuie en vrai- autant là-dessus? Tu sais, genre, il y a un truc où il veut appuyer là-dessus, quand même. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Pour moi, ma take sur cette scène-là, enfin ces 2 scènes-là, c'était que j'ai l'impression il appuie à fond sur le comique de la scène, Ouais. et que c'était pour ça qu'il la faisait durer, parce qu'au final, cette scène, elle est hyper marrante, surtout que t'as le mec à l'autre bout du téléphone qui dit en fait vous êtes en train de m'insulter, et en fait je sens que vous êtes en train d'empiéter sur mon espace. Puis t'as Leonardo DiCaprio qui est genre quel espace? On est au téléphone, je suis pas dans la même pièce que toi. Et puis d'ailleurs le mot de passe à la fin, c'est un peu une phrase de gauchiste à la con, et genre c'est oui, puisque la question qu'on lui pose c'est quelle heure est-il, C'est et l'heure puis n'a pas Leonardo d'importance, DiCaprio mais elle nous contrôle. mais elle nous contrôle, la révolution ne sera pas télévisée. Oui, c'est ça, et t'as Leonardo DiCaprio qui s'énerve et qui est genre putain de phrase de révolutionnaire de merde. Et moi, c'était pour ça plutôt que j'avais l'impression que la scène était appuyée, c'est parce qu'en fait elle est trop marrante. Et surtout, peut-être parce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'en parallèle, il y a un montage alterné dans cette scène. T'as Leonardo DiCaprio qui essaye d'avoir ce mot de passe, et ce qui nous permet peut-être de parler aussi de ce qui se passe un peu en background de tout le film. Bah, t'as Benicio del Toro à ce moment-là qui en fait abrite beaucoup d'immigrants et de réfugiés chez lui, et comme il sait que la police et l'armée sont en train de faire une rafle, et ben il essaye de les emmener autre part pour les protéger. Et en fait, en alternance avec ce coup de fil, on voit Benicio del Toro qui essaye de rameuter tout le monde, de fermer toutes les sorties, enfin de se mettre en sécurité. Et donc t'as un peu ce dialogue en fait entre ces 2 scènes, avec le personnage ridicule en train de s'énerver sur un coup de fil, et en fait le vrai enjeu révolutionnaire qui était ce que Leonardo DiCaprio faisait au début. Il
ironiquement, mais que là, il est plus en train de faire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a le truc statique de lui qui est sur son canapé et Del Toro qui bouge dans tous les sens, qui parle avec plein de gens, qui organise des trucs, effectivement. C'est vrai qu'il y a là, il y a une tension qui se crée entre ces deux faces du révolutionnaire, on va dire. Surtout qu'en plus, Benicio Del Toro ne se présente pas comme un révolutionnaire. Il y a le truc du téléphone où lui, il s'en fout du téléphone parce que DiCaprio, il veut pas utiliser son téléphone portable parce qu'on va le tracer. Alors Del Toro, il s'en bat les couilles. Il appelle tout le monde au téléphone. Il met son GPS sur le téléphone. Vraiment, il s'en bat les couilles. Et ça me fait penser, pour ajouter sur la communication, il y a aussi surtout avec la radio parce que le mec qui se fait choper quand la traque va commencer, c'est un mec qui parle à la radio. Et à la fin, on retrouve la radio aussi qui appelle aux manifestations. Donc il y a quand même ce truc de... Il y a deux niveaux de communication. Il y a la communication analogique par la radio et les téléphones portables qui sont censés nous traquer, etc. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils retrouvent la fille, grâce au téléphone. Donc il y a quand même ce truc aussi vieille révolution, nouvelle révolution, avec les systèmes de communication différents, quoi. Ouais, c'est vrai que et d'ailleurs le mec quand il se fait capturer au tout début, donc c'est un mec qui faisait partie de le groupe révolutionnaire, c'est grâce à la radio qu'il avertit. Enfin que apparemment cette scène a été super aussi. Il se fait enlever, sa radio reste allumée, on voit 2 gamins de son quartier le voir se faire enlever et ils courent dans la maison et ils disent un message à la radio et on voit un plan sur un petit papier collé sur la radio et on voit que c'est le message qu'ils viennent de lire, donc tu comprends qu'en fait il a dû leur dire si un jour je me fais enlever, dites ça à la radio et c'est vrai qu'après moi je le vois aussi un peu comme une espèce de jouissance de tous les petits moyens de communication et de technique que tu mets en place dans des groupes révolutionnaires militants pour pouvoir prévoir ce qui va t'arriver. Et je trouve que c'est pas mal comment il fait ça, quoi. Non, c'est vrai qu'on sent qu'il s'amuse beaucoup à trouver les trucs avec lesquels il va pouvoir jouer, avec lesquels il va pouvoir s'amuser. Il aime bien chercher la matière. Et ça me fait penser de ce que ce gars-là qui enlève le mec, il va revenir un peu plus loin, notamment dans une première discussion avec des nazis, eux qui vont demander mais ce gars-là, est-ce qu'il est fiable ? Et il y en a un qui dit ah oui, mais sa mère ou son père est issu d'un peuple autochtone, donc il dit c'est le meilleur pisteur que je connaisse, excellent soldat, machin, mais je ne lui confierai pas ma vie, je ne lui ferai pas confiance parce que il est pas blanc, quoi. Et ça me fait penser que pour moi les scènes que j'ai trouvées le plus intéressantes aussi, c'est toutes ces scènes avec ces nazis, parce que quand même un des grands sujets de pitié, c'est toujours le capitalisme et les États-Unis. Et c'est vrai que dans ce film-là, peut-être ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est que finalement la lecture politique des États-Unis, elle est quand même restreinte à ces quelques scènes-là avec des fascistes. Je trouve qu'il capte très bien le fascisme américain en ce moment. Genre, ces wasps-là, blancs, nazis, eugénistes. Alors que le film sort et a dû être écrit il y a 1 an, je pense. Donc avant l'arrivée de Trump, du deuxième mandat de Trump. Mais il a quand même totalement capté qu'est-ce qu'allait être le fascisme américain. Donc il y avait des indices avant, hein, il n'a pas inventé ça, mais et ça j'ai trouvé ça super ça, mais finalement c'est une part du film qui est assez restreinte, parce qu'il y a comme une grosse part du film qui est vouée justement à la jouissance, à l'action, à la matière, à faire un film aussi en mouvement, comme ça. Bah moi je vois ce que tu veux dire. Je me suis demandé si je me demandais la même chose. C'est bizarre à dire, mais en regardant le film, je me suis dit est-ce que c'est que ça qui capte cette espèce de sous-groupe qui dirige un peu le monde nazi, enfin les États-Unis en tout cas, qui est nazi. Mais en fait, et je vais pouvoir faire une boucle parce que je voulais rebondir sur un truc par rapport à cette scène avec Benicio del Toro. Pour moi, il capte aussi des trucs hyper spécifique et plus précis en termes de politique et surtout de révolution. Ouais. Déjà, dans cette alternance entre Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro, bon, t'es peut-être pas d'accord avec mon interprétation, je sais pas du tout, hein, mais moi, ce que j'avais l'impression que cette scène, tu pouvais en recevoir ou l'interpréter, c'était que t'avais les personnages de cinéma et que derrière, dans le fond, t'avais la vraie révolution qui se passait. Ouais, et que, en fait...
la vraie révolution, c'est pas les héros, mais c'est en fait les gens derrière qui sont. Enfin, c'est la masse, quoi. C'est les collectifs, c'est les gens. Non, mais Et c'est d'ailleurs, même plus que ça, c'est des migrants mexicains. Les révolutionnaires, c'est eux. C'est des gens qui. Parce que la ville où ils sont, c'est une ville refuge pour des migrants mexicains. C'est ça. Ou d'autres, pas que mexicains, je pense d'ailleurs. C'est d'Amérique du Sud en tout cas. Et donc, je pense que c'est. Oui, effectivement. Et ça m'a fait penser à Joker, moi, tu vois. Parce que peut-être à Joker à la fin, la grande émeute, et là, on s'en fout de l'émeute. Tu sais, genre, elle est en fond. Elle est. C'est la vie, en fait. Exact. Oui, c'est vraiment le décor, quoi. Ouais, et il traite très, très bien ça. En fait, il n'y a pas de fascination pour l'émeute particulière, pour la violence émeutière. Il y a quelques plans où on comprend que c'est la police qui déclenche l'émeute avec un mec qui va lancer un cocktail Molotov, qui a un flic ou un indique. Et après, on a un plan sur des CRS, mais c'est tout. On va pas avoir de fascination pour des CRS qui tapent des gens, pour des gens qui lancent des cocktails Molotov, pour des gens qui cassent des trucs. C'est la révolution. Oui, en fait, je voulais exactement parler de ce plan où on comprend que c'est la police qui a déclenché l'émeute, parce que même si c'est que quelques plans, moi j'aime bien la take de François Bégodeau, allez, je cite, qui est que même que c'est les plus petits plans dans les films auxquels il faut que tu portes attention, parce que c'est les plus petits plans qui paraissent anodins, et ben ils ont quand même été filmés, ça a quand même pris du temps, on a quand même choisi de les garder dans le montage, et c'est qu'en fait il y a peut-être une petite piste de lecture. Et je trouve que c'est pas anodin, parce que donc pour recontextualiser, on a donc l'armée qui arrive pour rechercher ces 2 personnes et qui en profite pour faire des rafles d'immigrants et de Mexicains. Et donc ça déclenche une manifestation contre l'armée qui est a priori plutôt pacifique, même si on voit quand même, je crois, un petit peu du feu, mais en tout cas, ils sont pas en train de se taper. Et en fait, on voit des mecs descendre d'une voiture de police, se faufiler entre les manifestants et commencer à foutre le bordel. Donc tu comprends que c'est la police qui s'est incrustée dans les manifestations pour volontairement créer le bordel. Et je trouve que là, enfin, on dit déjà beaucoup de choses du rapport de la violence. Et je trouve qu'il incarne, en fait, il incarne ce qui paraît encore aujourd'hui un fantasme pour beaucoup de monde, qui est, en fait, c'est la police qui crée les débordements. Et lui, il fait non, mais c'est vrai, en fait. Et je vais vous le montrer, je vais l'incarner. Et voilà. Et en un plan. Et ensuite, un autre truc qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, subtil, que je trouve hyper intéressant avec cette séquence-là et cette manifestation qui se crée et toute cette violence qui existe, c'est qu'en fait, la base de cette violence, ce pourquoi l'armée est allée dans cette ville, c'est parce qu'un mec veut aller rechercher ce que sa bite a fait, c'est-à-dire produire un enfant. Et donc, on nous montre quand même que c'est l'intérêt personnel d'un mec qui va créer une énorme violence et beaucoup de douleur dans une ville. Et je trouve que ça, même si c'est fait de manière plutôt grossière, ou pas grossière, mais comment on dit trivial, c'est ça le mot un peu, l'humour, parce que c'est un humour de bite un peu finalement, et ben je trouve que ça capte quand même un truc qui en fait se passe dans tout. Ce qui arrive comme conflit et comme violence, c'est que derrière, t'as un mec au pouvoir pour un intérêt personnel qui va probablement être le profit, ou sa propre carrière, en fait, va balancer de la violence. Et ça moi, je trouve que c'est pas montré comme ça souvent dans les films. Ouais, on comprend plus ou moins qu'ils savaient que cette ville existait, qu'ils savaient qu'il y avait des migrants là-bas, qu'ils savaient tout ça, mais qu'ils en faisaient rien. Ils n'avaient pas l'impulse pour le faire. Et c'est effectivement la bite de Lockjaw qui va leur donner l'impulse pour y aller et rafler tout le monde. Oui, et d'ailleurs, il le présente comme un prétexte, d'ailleurs, le fait d'aller. Ils disent « Ah oui, c'est parce qu'il y a des Mexicains », alors que toi, tu sais que c'est pas ça. Et en fait, même s'il l'utilise comme un prétexte, matériellement, ça crée de la violence. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, au début, je me demande, est-ce que c'est un faux prétexte ou est-ce qu'il a inventé ça et puis en fait, ils vont arriver, il y a rien. Non, en fait, il y a vraiment, c'est vraiment vrai, mais c'est encore juste, c'est que le gouvernement le savait, mais ne le faisait pas. Et ça me fait penser aussi, moi, je pense à un des trucs les plus forts que Pity ait fait, c'est que les nouveaux SS, c'est l'armée américaine. Mm-hmm. Et l'armée américaine est présentée comme une milice fasciste dans le film. C'est pas des mercenaires, c'est pas des miliciens, c'est pas des gens, une armée privée, c'est vraiment l'armée américaine, en treillis, avec l'équipement de l'armée, comme le ICE aujourd'hui à Los Angeles en fait, et c'est eux la nouvelle Gestapo. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très fort de créer dans l'imaginaire américain que l'armée américaine sera, ou est déjà, la SS. Oui, puis ça faisait penser de films des années de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, puis en vrai, ça faisait quand même penser aux images de Los Angeles cette année Ouais, avec la ICE qui est venue attaquer et rafler des gens, en fait. Enfin, moi, je trouvais que ça résonnait de ouf. Hein. ouais, mais je pense que c'est très courageux de faire ça aujourd'hui aux États-Unis, dans un film aussi grand public, de dire bah, en fait, non, je vais présenter l'armée américaine comme on représentait des nazis avant. Et je veux dire, D'ailleurs, c'est. je mentionne... Pardon, vas-y. Non, mais tu vois, je veux dire, quand t'as dans des films des méchants américains, tu vois, genre dans Mission Impossible par exemple, t'as genre des méchants américains. C'est jamais l'armée, c'est toujours des espèces de mecs, des Américains mais qui étaient miliciens en Afrique ou je sais pas quoi, qu'on allait chercher, qui sont pas vraiment en habit militaire, tu vois. Et là, lui, non, il n'hésite pas. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi ça m'a fait une petite dissonance quand même de voir Leonardo DiCaprio qui jouait quand même le rôle d'un méga révolutionnaire de gauche, alors Ouais. qu'il me semble qu'il a sorti des grosses dingueries sur Israël, enfin en mode il soutient à l'état génocidaire d'Israël, il voulait, je sais plus, faire un hôtel en Israël en ce moment, Bah, et après, j'étais... la BO du film, c'est Johnny Greenwood de Radiohead qui sont pas non plus, qui sont en soutien, je crois, qui n'ont pas voulu annuler leur concert en Israël et tout ça. C'est pas Radiohead qui a retiré de Spotify il y a Non, pas c'est Massive longtemps Attack. parce que... Ah ouais, je dis des bêtises. Ah non, il me semble que. Alors, j'ai pas les dernières infos, mais il me semble que Radiohead, non. Et justement, d'ailleurs, anecdote, c'est parce que. Alors, je sais pas si c'est parce que ça, mais Creep, la première fois qu'elle a marché, c'était en Israël. C'est pour ça qu'ils sont devenus aussi gros qu'ils le sont aujourd'hui. Ah ouais, super, on est ravis. Bah c'était bien qu'on le mentionne comme ça. Ouais. Euh, Mais d'ailleurs, la musique, je sais pas toi, mais moi, je l'ai vu avec un ami, et pendant la scène de gros chaos, t'as une musique concrète avec des pianos, des notes de piano. Et, Ouais. mon ami, il en pouvait plus. Il m'a dit, elle est horrible la musique, et il se bouchait les oreilles pour plus l'entendre. Et moi, au début, ça allait, et à partir du moment où il me l'a dit, je pouvais plus entendre autre chose que la musique, et ça m'a aussi commencé à m'énerver. Ah bah pour moi, ça veut dire qu'il a réussi quelque chose avec sa musique. Parce que tu sais quoi, si tu es capable de dire que ta musique elle est horrible, ça veut dire que tu es capable de l'entendre, ça veut dire qu'elle est en dissonance avec le plan et qu'elle n'est pas totalement en Ouais. train de le servir et que tu l'oublies. Donc pour moi, c'est que tu es en train de faire juste avec ta musique. Et moi, je la trouvais super pour ça, cette musique. C'est trop marrant parce que c'est une musique qui est totalement dissonante avec l'action ultra violente qu'on est en train de voir. C'est des espèces de petites notes de piano en mode pili-pou-pou-pou-pou-pou. Et c'est parfait. Mais je pense Pour que moi, c'est ce genre de musique qu'on doit avoir dans des films d'action. Mais je pense que c'est ce qui empêche d'être dans la fascination, d'être dans l'esthétisation de la violence, parce qu'on a effectivement. Après, parce qu'après, il va les sortir, hein, et à certains moments, les violons, les trucs, pour un peu mettre de l'emphase sur le côté épique, il sait le faire derrière. Mais là, non. Là, c'est du Et d'ailleurs, chaos. dans la scène de course-poursuite qu'on va avoir à la fin, elle va revenir cette musique. Ça va de nouveau être une musique de piano comme ça. Donc c'est comme si dans les grosses scènes d'action et de tension, il te faisait un petit pas de recul maintenant. Ouais, bon, on peut en parler de cette scène, mais elle est exceptionnelle. Et c'est là où tu vois que quand le cinéma d'action est en panne, qu'il y a encore des mecs qui arrivent et qui arrivent à te faire des scènes que tu n'as jamais vues, avec juste une idée, genre. Parce que, en plus, moi, Peut-être tu peux la décrire. Ouais, en plus, moi, j'y suis allé pour de vrai sur cette route-là, ou une route qui ressemblait avec ces grands trucs comme ça. En gros, c'est une route au milieu du désert en Californie, où la route épouse les dunes, je sais pas si c'est des dunes, mais en tout cas épouse le relief. Et donc, ça fait vraiment des vagues. Tu montes, et tu descends très bas, et tu remontes, et tu descends très bas, et comme ça, et c'est pas ça serpente, c'est tout droit, en plus. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met 3 bagnoles. Et du coup, les bagnoles, elles descendent, elles remontent, et des fois, t'en vois une, et des fois, t'en vois deux, puis des fois, t'en vois 3, et puis après, tu redescends, puis t'en vois plus qu'une. Et c'est vraiment. Et juste ça, c'est juste ça la course-poursuite, c'est 3 bagnoles qui se suivent comme ça, et juste avec le relief, il arrive à te créer une tension de fou. Et en plus, la résolution, elle se sert de ce relief-là pour résoudre, et c'est vraiment parfait, quoi. Ça dure 10 minutes, et c'est une scène de course-poursuite que t'as jamais vue de ta vie. Bon, peut-être que ça a déjà été fait et que j'ai pas vu le film, hein, ça je veux bien y croire, mais j'ai encore jamais vu ça dans un film d'action. Oui, en tout cas moi non plus. Et en fait, c'est vraiment te servir d'un lieu et de ses composantes propres
pour créer ta scène. Ta scène vient du lieu, vient de ces espèces de boss et de dunes. Et ce qui est marrant, c'est que t'es hyper stressé et dans les faits, c'est tellement anticlimatique, climatique, je sais pas comment on dit, parce que c'est juste des voitures qui essayent de se rattraper mais qui peuvent pas parce qu'il y a des énormes montées et descentes. Et du coup, moi j'ai trouvé ça super aussi. Et d'ailleurs, un truc qu'il fait, et c'était la première fois de ma vie que j'ai eu le mal de mer en regardant une course-poursuite, c'est que des fois, il se met du coup à la place, la caméra se met à la place du ou de la conductrice de voiture, et donc tu descends et tu montes avec la voiture, et franchement, ça te fout le mal de mer. Il y a un plan au ras du sol, et la caméra, elle est vraiment à rien du tout du sol. tu vois la route arriver, ils vont tout péter là. Et non, ça passe, c'est vraiment. Et là, c'est encore une fois, je disais le plaisir de mettre une caméra sur une bagnole aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce truc. Qu'est-ce que ça fait de foutre une caméra sur une bagnole ? Bah, ça fait ça. Et c'est cool, quoi. Et aussi, ce qui rajoute à ça, c'est le bruit de la bagnole de DiCaprio, qui est vraiment... il s'amuse avec ça. C'est que t'as les deux grosses bagnoles qui font vraiment un bruit de V8 hyper sourd. Et là, t'as lui avec sa tondeuse. Et ça joue encore, ça rajoute au truc. Puis en plus, t'as le soleil, t'as la chaleur. Il joue avec les déformations visuelles de la chaleur. C'est vraiment super bien, quoi. C'est comme scène... j'étais sur le cul, quoi. Ouais, une des meilleures scènes de course-poursuite que j'ai vues. Et d'ailleurs, il s'amuse à mettre la caméra au niveau de la bagnole, mais il s'amuse aussi avec les plans larges, quoi, où c'est trop beau. Tu vois ces trois voitures qui avancent. Je fais des gestes avec mes mains qu'on ne peut pas voir, mais qui avancent chacune leur tour sur cette route, finalement. Et je voulais revenir juste avant cette scène-là, sur la scène du je disais avec la personne qui est descendant des Premières Nations, où en fait on comprend pas trop, parce qu'en gros Lokjo capture Willa, donne Willa à ce gars-là et lui dit amène-la à un endroit où il y a mes soldats, quoi, en gros. Et il amène la meuf, il la menotte au banc, et là il repart, et je sais pas, il a une espèce d'état de conscience, il sort un fusil à pompe et il bute tout le monde. Et il se fait buter au passage. Et il meurt, mais on voit pas la scène. Il la montre pas, on voit juste un coup de fusil à pompe et après c'est fini. Et donc il la met hors champ. Et en fait, cette scène-là, quand tu la prends, effectivement, avec les nazis qui parlaient, où ils disaient en fait, on pourra jamais lui faire confiance, je me suis demandé ce que c'était en écho à ça. Qu'est-ce qui fait que ce mec-là se met en mouvement à ce moment-là ? Parce qu'on comprend avant qu'il veut pas faire les gamins. Donc est-ce que c'est juste que c'est une gamine et qui dit en fait, si je laisse la gamine là, il va lui arriver des trucs et je pourrais pas, je veux pas accepter ça, alors que c'est un mec qui aucun problème à kidnapper des gens, à tuer, ça a pas l'air d'être son souci, quoi. Mais là, il a un doute. Ou est-ce que c'est ça ? Ou est-ce qu'il a un état d'âme sur sa vie ? En fait, il en a marre des nazis et il se dit vas-y. En fait, on comprend pas. Il cache complètement la motivation. Mais t'as forcément en écho ce dialogue-là avant où on a dit que ce mec-là était pas fiable pour les nazis parce que il était racisé. Donc Pitié, comme à son habitude, ne vient pas consommer le lien, il vient nous laisser en suspens. On sait que ce mec-là se rebelle et tue les gars de son patron, sauve la fille, mais on ne saura jamais pourquoi. Oui, c'est vrai, on peut interpréter. C'est vrai que moi, je me disais, est-ce que c'est un truc où, en fait, finalement, il a une éthique et une morale, et en fait, c'est pas débile comme conclusion de dire si t'es pas fiable, c'est parce que t'as une éthique et une morale face à des nazis. Mais on n'a pas la réponse. Factuellement, on sait pas. Et ce qui est quand même marrant, c'est aussi sa réaction disproportionnée, parce qu'en gros, la fille, il l'a menottée à un banc, puis il a l'air d'avoir ses acolytes qui vont s'en occuper, on sait pas trop. Et lui, il pourrait genre juste la récupérer et faire changement de programme, je vais m'en occuper et l'emmener loin. Mais non, il décide de tuer tout le monde. Ouais, en plus, ils ont l'air de s'en foutre de la meuf. Ils lui parlent pas, ils la touchent pas. Genre juste, elle est là, ils passent à côté sans même la regarder. Donc, il n'y avait pas de risque immédiat à ce qu'il arrive quelque chose. En tout cas, dans la scène, c'est pas montré comme ils ont commencé à essayer de la violer ou je ne sais quoi. C'est non, elle est là, assise, elle essaye de se libérer, mais les autres s'en foutent. Et Ivry. Oui. Enfin, pas Ivry, je pense que c'est pas bien de dire Ivry, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de lui et il décide de les tuer, les nazis, parce que c'est des nazis. Oui, et d'ailleurs, pour parler un peu de ce qu'on a déjà mentionné par rapport à Pitié, on peut remarquer que dans cette scène, de nouveau, il y a plein de choses qui sont désamorcées. Quand Willa est assise sur le banc, elle regarde plein de choses qui sont en train d'être mises en place, et tu te dis, on voit notamment quelqu'un mettre de l'essence dans un bateau, et on dit, moi je me suis dit, ils vont l'emmener sur un bateau pour la noyer dans la rivière. Tu vois des gens préparer des trucs dans la salle derrière elle, et tu te dis, en fait, ils vont la tuer.
Et finalement, rien de tout ça se passe. Et même quand le mec arrive avec son fusil, bah, il la détache. Donc elle s'enfuit. On entend un coup de feu, mais on est sur Willa qui va se cacher derrière une voiture. Et quand on revient, tout le monde est mort. Donc on n'a pas vu en fait les gens se faire tuer. C'est vrai, et c'est vrai que peut-être nous, on n'a pas la lecture et que lui, il voit ces trucs-là et il sait ce qui va se passer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il change d'avis. Et ça me fait penser à ce coup de fusil à pompe-là, parce qu'on en voit un de coup de fusil à pompe dans Le Soldat. Et ça me fait penser au fait que PTA est un ami de Quentin Tarantino, hein, ça c'est de notoriété publique, et il n'a pas du tout le même rapport à la violence que lui, parce que là, on aurait pu avoir effectivement une espèce de jet de sang, une espèce de vue de la tête qui se déforme, un truc hyper violent, hyper cathartique de on vient de buter un nazi, ça va être... Et pas du tout. C'est genre... très sobre en fait comme coup de fusil à pompe, j'ai envie de te dire. Ouais, on n'entend pas grand chose finalement. On voit rien, il n'y a pas beaucoup de sang, c'est pas très violent, et juste. Est-ce qu'il y a aussi un rapport à la violence? Je pense que Pitié n'est pas un assoiffé de violence, n'est pas un. Il a peut-être cette, j'allais dire Mizoguchi, parce que c'est Mizoguchi qui est un peu dans la critique l'exemple, mais qui comprend ce que c'est la violence et de montrer de la violence à l'écran. Peut-être qu'il a une certaine retenue, en tout cas à ce moment-là, parce que ça me fait penser à... Là, je parle en pensant, mais ça me fait penser à Punch Drunk Love. Où Punch Drunk Love, il y a plus une fascination pour la violence. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est un... Le personnage est hyper orageux, quoi. C'est ça, et puis on rigole en fait de sa violence. À un moment donné, il pète une vitre chez ses sœurs, alors qu'objectivement, c'est un truc horrible. Le mec, il a un marteau, il pète une vitre, et c'est hilarant. En tout cas, il nous fait rire avec ça. Et à un moment, il pète la gueule à d'autres gens. Et il y a vraiment ce rapport-là beaucoup plus... comment dire jouissif à la violence. On peut jouir de la violence, tu vois, sur autrui. Alors que là, ce qui est marrant, c'est un peu que... plus en retenue. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on jouit à des moments de la violence, mais quand on est du côté des révolutionnaires, et pas quand on est du côté des dominants oppresseurs. Ouais. Parce qu'au début, quand ils sont dans cette espèce de montage hyper intense, d'action violente où ils vont sauver des gens, moi, j'ai trouvé ça jouissif plutôt. Ouais. Mais par contre, de l'autre côté, moins. J'ai pensé à un autre truc, rien à voir, mais en lien avec ce qui est marrant, avec ce que tu disais par rapport à la communication. Enfin, en lien et pas vraiment, mais c'est marrant parce que donc, pour les révolutionnaires, on avait beaucoup ces moyens de communication où on a effectivement la radio, on a tout un rapport au téléphone, on a aussi un rapport avec... ils ont un espèce d'objet scanner ou je sais pas quoi, où quand ils trouvent quelqu'un qui a le même objet qu'eux et que ça sonne, ça veut dire qu'ils doivent lui faire confiance. Donc là aussi, on a un autre mode de communication. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans le film. C'est ça qui est exceptionnel. Ça sert une fois. Oui, mais ça sert, mais il y a la phrase juste après. La phrase aurait pu suffire, tu vois, en soi. Oui, il y a aussi... Après, DiCaprio, il a la main tout le temps et ça ne sert à rien parce que le truc ne fait jamais de bruit. Oui, puis d'ailleurs, c'est intéressant aussi ces trucs de code pour se faire confiance qui sont de nouveau une forme de tronquer la communication. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio, il arrête pas de dire « mais c'est moi, tu me connais » à tout le monde. Et les gens font « ouais, mais si t'as pas le code, on te fait pas confiance ». Et c'est comme si le langage ou une formule apprise était censé être plus performatif comme acte de confiance que toi en tant que personne qui le dit. Donc c'est sûr que là, il y a peut-être un truc intéressant. Mais un autre truc qui m'a fait penser à ça, alors que c'est pas vraiment rapport, c'est que donc on a tout ça du côté des révolutionnaires et par contre du côté des nazis, à chaque fois qu'on a une scène de réunion entre les nazis, on a aussi des choses qui sont mises en place pour la sécurité et c'est toujours de cacher l'endroit où la réunion va avoir lieu. Les deux fois où on a la réunion de ce groupuscule nazi et la personne qui va rejoindre la réunion, elle doit traverser des couloirs et des couloirs et des couloirs avant d'arriver et même à un moment, la deuxième fois qu'on le voit, la personne doit traverser un couloir sous terre qui va emmener à une autre petite porte qui va emmener à une autre petite porte. Et voilà, j'ai pas plus de réflexion, mais je trouvais ça intéressant le fait qu'on a un peu cette différence entre les deux en termes de, et ça m'a un peu de fait moyens penser de protection. À la scène dans le Scorsese Killer of the Flower Moon, la scène avec dans la loge maçonnique là. Il y avait un petit côté aussi maçonnique, tu vois. Je m'en rappelle pas du tout. Tu sais, à un moment donné, aucun souvenir. De Niro, il fout une fessée avec, il fouette le cul de DiCaprio avec une batte dans la loge maçonnique. Je me rappelle pas. T'as genre au sol, t'as une espèce de damier noir et blanc. Ah ouais, peut-être. C'est peut-être le truc des connards américains de se cacher dans des salles et des salles pour faire des violences ou prévoir des violences. Ouais. Ou en tout cas dans l'imaginaire américain, cinématographique américain.
Ouais, mais j'ai trouvé ça pas mal de peut-être... faire que les Pardon. nazis, c'est des vieux waspes blancs ultra riches qui vivent en banlieue, Dont un... qui font des crêpes aux Dont un bananes. est... Ouais, de ouf. Avec la petite dame au début, ça j'ai trouvé génial. Tu savais que ça allait être un connard. Donc on a un mec qui arrive dans une grande maison très bourgeoise et il y a une petite vieille qui lui ouvre la porte et elle lui dit ah est-ce que tu veux que je te fasse des pancakes aux bananes, c'est tout mimi. Et après il descend dans la maison et en fait il va rejoindre un groupuscule nazi et l'espèce de dissonance mais pas vraiment entre la bourgeoisie ultra riche hyper choupie qui est en fait suprémaciste blanche et nazie, c'était pas mal aussi hein, Ouais, bah oui, bien sûr. Et puis surtout, en plus, il consomme vraiment le nazisme à la fin parce que il tue Ouais. Lockjaw dans une chambre à gaz. Donc vraiment, Oui, j'allais totalement y venir. J'allais Ouais. dire, et d'ailleurs, cette petite fin, donc Lockjaw a fini par survivre malgré tout, alors qu'on a cru qu'il allait se faire, enfin, qu'il s'est fait presque tuer d'ailleurs, hein. Sa voiture est partie en tonneau en dehors d'une route parce qu'il se fait tirer dessus. Il a survécu. Il arrive dans l'espèce d'immeuble de ce groupuscule nazi. Ouais. Il a Et, une gueule il cassée essaie en de- plus, il est genre tout déformé du visage parce qu'il a été opéré pour machin. À cause de son accident, il essaie de justifier le fait que il a eu un enfant avec une femme noire. Euh, et tu vois que les gens sont pas très dupes à son explication. Il est genre c'est un viol inversé. Puis Mais ils sont genre, j'ai trouvé ça comment hyper bien vu le inversé. Pourquoi inversé? Ouais. C'est un viol. Il n'y a pas besoin de dire inversé. Qu'est-ce que ça veut dire ce inversé, tu vois? Ah ouais. J'ai trouvé ça assez malin, tu vois. Bah pour moi c'était hyper symptomatique de mecs qui sont des connards, qui sont clairement pas plus déconstruits que ça et pour qui un homme ne peut pas être violé. Et en fait du coup pour eux c'est incompréhensible. Et du coup ça montre très très bien leur incompréhension d'un fait qui aurait pu être vrai. Mais c'est pas vrai. Le film nous montre que c'était pas un viol, en tout cas pas de sa part à lui. Enfin lui il a commis un viol peut-être sur elle, mais elle pas. Donc c'était Et puis, en peut-être plus, un le viol, truc de mais pas inversé, c'est la inversé. vengeance aussi. Tu sais, ce serait inversé, Ouais. on refait ce qu'on leur a fait. Bah, je sais pas, il y a vraiment dans ce petit terme de inversé, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Ouais, bah, c'est tout. Oui, je suis d'accord que et cette scène est trop drôle parce que t'as vraiment des gros mascus qui essayent de parler de choses qu'ils maîtrisent pas. Enfin bref, et en tout cas après ça, on lui fait croire qu'il a été admis dans ce groupuscule, qu'on va l'emmener dans son bureau, et lui il est tout content. Et en fait, on l'enferme dans son bureau et il y a effectivement c'est une chambre à gaz et après on va même le mettre dans un four pour le brûler. Et donc on a un nazi qui se fait tuer par des nazis, comme les nazis ont tué les juifs quand même. C'est comme ça qu'il se passe. Oui, pas que les juifs d'ailleurs, mais oui. Pas que les juifs, les homosexuels, comment on appelle ça, Et moi, je me suis demandé gens dans du cette voyage. scène-là, est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'aspect gueule cassée, en fait? On connaît la haine des nazis pour les handicapés, hein, qu'ils ont l'eugénisme, etc., ils les ont massacrés aussi. Et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment qu'ils ne croient pas à l'histoire? Ou c'est que le mec est défiguré, et que donc il ne peut plus être l'élite, en fait, qu'il recherche? Je me suis demandé ça aussi. Peut-être que non, hein, peut-être que c'est vraiment je suis d'élu, mais je me suis demandé. Moi, je pense que comme d'hab chez Pitié, en fait, toutes ces explications existent parce qu'il en donne aucune. En fait, ça peut être ça, tout comme ça peut être le fait qu'il ne croit pas à son excuse bidon et que pour eux, il a été souillé. Enfin voilà, pour moi, ça peut être toutes ces raisons finalement. Oui, ça peut être ça. Est-ce qu'il croit à l'histoire, mais que en fait, peu importe, en fait, bah, que tu as été violé ou pas, on s'en fout. Le résultat est le même. Donc oui, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Parce que les deux gars, ils donnent pas on croit aussi qu'il a été pris. Je me suis pas dit qu'il n'a pas été pris. Ah ouais, j'ai senti quand même, je trouvais qu'il y avait dans la scène les ressorts narratifs habituels pour te montrer que c'est un traquenard. Où en fait la scène d'avant, on te montre qu'ils sont pas du tout dupes et après ils sont hyper sympas, hyper gentils et j'étais 100% ce mec va se faire tuer. Genre, moi je l'ai senti, mais parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu trop d'emphase sur la sympathie alors qu'ils avaient vraiment précisé et en plus ils avaient essayé de l'éliminer déjà avant dans le film. Enfin, en tout cas. Ouais. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est un renversement, une espèce de anti-happy end, en fait, les méchants gagnent, et puis... C'est pour ça que je me suis fait avoir, peut-être, et ça me fait penser à, du coup, la deuxième fin. Oui, à la dernière scène, comme ça, on y vient. Et on clôt là-dessus. Il y a, donc, c'est une scène entre DiCaprio et sa fille,
et donc il lui dit que sa mère en fait est vivante et elle lui avait envoyé une lettre il y a un moment donné mais qu'il n'en avait jamais parlé et il lui donne la lettre. Et après, il est sur son canapé avec son téléphone, son smartphone tout neuf, alors qu'il refusait depuis le début d'avoir des smartphones, et il essaie de se prendre en photo, et sa fille lui explique comment se prendre en photo. Et après, il y a un appel à la radio, et elle part en manif à Auckland. Et c'est vrai que moi, au début, c'est vraiment une scène Spielbergienne de réconciliation. Le père et la fille se sont réconciliés, la mémoire de la mère a été réparée, elle est réconciliée, il y a la lettre, elle pleure, et à la fin, le père réintègre la société par le symbole de cet appareil, de ce téléphone qui était jusque-là l'ennemi. Ah bah maintenant, DiCaprio a réintégré la société, et voilà. Il n'est plus révolutionnaire presque, c'est ça le truc quoi à la fin. Oui, puis même la mère dans sa lettre qui regrette de ne pas s'être comportée comme une mère, qui se dit qu'elle a mal fait, et j'étais waouh, on nous avait pas montré ça au début. Mais du coup, t'as une autre take sur cette scène. T'avais l'air de dire au début, t'as pensé ça. Une autre take, mais je pense que je comprends ce qu'il a essayé, ce qu'il veut faire à ce moment-là, c'est qu'effectivement, je pense que ça va avec le titre, une bataille après l'autre. Et je pense que c'est le truc du passage de flambeau, c'est qu'en fait, DiCaprio, Bob Ferguson, est maintenant en paix avec son passé révolutionnaire, n'est plus dans une paranoïa constante, parce que aussi Lockjaw est mort, donc, ou en tout cas, ça il le sait pas peut-être, mais en tout cas la menace est terminée à ce niveau-là, et donc il peut raccrocher les gants en quelque sorte, et il peut intégrer la société, et donc par le smartphone, et pour moi c'est le symbole de sa vraie retraite. C'est bon, maintenant il prend sa retraite de révolutionnaire, et je pense que et du coup en prenant sa retraite, il s'intègre dans la société, il arrête d'être un révolutionnaire, et il va avec le flow. Et en même temps il y avait aussi peut-être cette idée, comme Benicio del Toro qui lui s'en fout du smartphone. En fait il dit en fait on s'en fout, on peut aussi être pas forcément c'est pas forcément un truc aussi important, tu vois. Et surtout qu'après il y a quand même le truc de la radio qui est le mode de communication que lui faisait avant, qui est à sa fille. Donc il passe le flambeau à sa fille est devenue révolutionnaire, elle utilise la radio, elle n'utilise plus de smartphone, entre guillemets, tu vois. Oui, c'est pas mal le truc du smartphone, je l'avais pas interprété comme ça, j'aime bien. Moi, il y a deux trucs que j'ai quand même bien aimé dans cette scène, que je trouvais intéressant. Et là, d'ailleurs, en parlant, peut-être que c'est moi qui deviens paranoïaque en regardant les films de pitié parce que on les analyse trop. Mais je me dis, en fait, on sait même pas si c'est vraiment la mère qui a écrit cette lettre. On voit pas l'écriture. Si ça se trouve, c'est le père qui l'a écrite. Mais c'est pas. Il y a pas d'indice qui nous dit ça. Mais comme il y a pas vraiment d'indice qui nous disent non plus que c'est elle qui l'a écrite, parce qu'à aucun moment dans le film on la voit écrire. Oui, il y a sa voix. Je suis d'accord. Mais voilà, je me disais, mais dans le sens où ça peut aussi exister comme interprétation. Du père qui essaye de réconcilier, mais c'était pas ça les deux trucs que j'ai bien aimé. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était aussi de terminer en montrant que c'est quelque chose de joyeux et de positif de partir faire des manifs et la révolution, même si on a vu, et il a pas idéalisé ça, je trouve, dans le film, il a quand même, on voit les violences que ça crée, mais enfin, tu vois, lui, il est fier que sa fille, elle parte manifester, tu sens qu'elle est dans l'énergie de la manifestation, et quand même, c'est peut-être suffisamment rare dans les films pour qu'on puisse le mentionner, quoi, de montrer qu'un mouvement révolutionnaire de gauche, c'est pas des connards qui, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de films américains qui se foutent de la gueule des mouvements de gauche. Et là, c'est pas ça ça se termine pas comme ça, quoi. Ça montre plutôt comme quelque chose de positif. Et un autre truc, mais je suis pas sûre de l'avoir bien vu dans cette fin, donc peut-être que toi, tu l'as mieux remarqué. Parce que si c'est ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais je crois que quand elle part, Leonardo DiCaprio, il prend son iPhone et il fait un selfie en 2-2, alors que ça faisait 5 minutes qu'il lui posait des questions sur comment faire. Et je crois en 5 secondes, il fait une photo en mode, en fait, il savait faire. Mais je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre d'avoir vu ça. Moi, je sais qu'en tout cas, quand elle part, il se refait une photo. Et je savais pas si c'était en mode, du coup, il va continuer sur son téléphone, ou alors si c'était, en fait, il savait faire et il lui a posé des questions alors qu'il en avait pas besoin. Mais j'étais pas sûre, donc je peux pas... Il faudrait revoir le film, mais je me disais, si c'est ça, c'est quand même un peu intéressant, c'est quand même un peu marrant. Je pense que ça change pas grand-chose au film, mais de montrer qu'en fait, il savait... Je sais pas, il y avait une petite... comme une sorte d'annulation de certains trucs qu'on avait vus. Ouais, peut-être. Et
Et surtout qu'en plus, il était plus révolutionnaire depuis longtemps, en fait. Il était juste dans la paranoïa. Donc il y a peut-être ça aussi qui est au travail. Ah ouais, moi c'était plus, tu vois, dans l'idée de complexifier, de faire en fait ce personnage, il y a plein de trucs qu'il sait, mais en fait il les fait pas, tu vois. Ou Peut-être, en fait il cache un peu son jeu. Je me demandais si ça ouvrait un peu cette porte-là, mais comme je suis pas sûre de ce plan, c'est peut-être une interprétation qui tombe à l'eau très rapidement. Je me rappelle pas. Mais peut-être. Hein. Faudrait revoir. C'est tout à fait possible. Bon, je pense qu'on a parlé 1h15. On avait des choses à dire, sans avoir rien préparé. Hein. Vas-y, on se fait chier à prendre des notes pour rien. C'est le pouvoir de pitié, ça. Oui, il y a de la matière. Il y a de la matière. Mais c'est ça, moi, ça fait 3 jours que j'y pense au film. Tu vois, genre, je l'ai vu et tu peux pas arrêter d'y penser. Bah, moi, je peux pas arrêter d'y penser. Ah ouais. Moi aussi, ça m'habite. Bah, moi, je l'ai vu hier soir, donc ça fait pas 3 jours, mais c'est sûr que ça m'habite encore. D'ailleurs, hier soir, je voulais pas encore t'en parler ou te faire des vocaux parce que j'étais. Il faut que je réfléchisse. Il faut que ça me travaille un peu. Ouais. Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus. À la prochaine pour un épisode sur un documentaire un peu plus préparé cette fois-ci. Alors que c'était super. Mais alors oui, à la prochaine. Bye bye.